Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite vidéo concernant évidemment le bushcraft, mais surtout en fait le bushcraft et la loi, puisque aujourd'hui on a tous l'impression que le bushcraft c'est finalement un espace de liberté. Euh, c'est pas le cas, malheureusement. Alors, je ne suis pas expert juridique, je ne vais pas vous assommer avec des articles de loi, avec des références à tout va. Je vais simplement vous faire part des quelques recherches que j'ai effectuées et puis ramener ça en fait à la pratique du bushcraft. Donc en parlant de la loi et en parlant également en fait de l'application et de, on va dire, de ce qui va réellement être fait dans la réalité par rapport aux contraintes de la loi, tout simplement. Allez, on est parti. Alors, pour commencer, la première loi qui va nous intéresser, ça va être par rapport à la rando. Plus précisément, en fait, aux endroits où on pratique la rando, puisque de toute façon, les lieux de bivouac, il faut bien y arriver par un moyen ou un autre. Et je vais vous parler notamment, de toute façon, des chemins, mais également de ce qu'il y a à côté. On ne fait pas toujours uniquement du chemin, on pratique parfois du hors-piste pour se trouver notre petit point de bivouac. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, 3/4 des forêts sont privées. Ce qui veut dire que si vous êtes en dehors d'un chemin, vous avez 3 chances sur 4 de vous trouver chez quelqu'un. Donc, ça ne veut pas pour autant dire que les chemins qui longent les parcelles privées, donc, eux sont publics généralement. Je vous donne un exemple très très simple. L'endroit où se trouve mon camp est une forêt qui est composée à 100% de parcelles privées. Donc il y a plusieurs centaines de propriétaires de parcelles privées. Par contre, la totalité des chemins qui traversent cette forêt ou qui la longent sont des chemins publics. Ce qui veut dire que ces chemins, tout le monde a le droit de les emprunter, les randonneurs, les vététistes et ceux qui pratiquent les sports motorisés comme la moto et le quad. Petite précision pour ceux qui se déplacent en moto ou en quad, certains arrêtés municipaux peuvent interdire la pratique de balades en engin motorisé dans les chemins. Tous ou certains, toujours pareil, il faut se renseigner en mairie si vous êtes concerné en tout cas par ce point-là. Pour en revenir à ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire, on va dire, le déplacement à pied, lorsque vous êtes sur un chemin public, évidemment, vous avez le droit de l'emprunter, mais si vous sortez de ce chemin, en théorie, vous êtes chez quelqu'un. En tout cas, il y a de grandes chances. Ce qui veut dire que vous n'avez, en théorie, pas le droit de circuler sur une propriété privée sans y avoir été autorisé. Autrement dit, ça peut être assimilé à de la violation de propriété privée. Dans la pratique, vous risquez pas grand-chose. Déjà, pour commencer, dans les bois, tous les propriétaires ne s'amusent pas à baliser leurs parcelles et à indiquer que c'est une propriété privée et d'y interdire l'entrée. Donc, on va dire que c'est un peu le pas vu, pas pris. Dans le cas où un propriétaire vous voit traverser sa parcelle, vous avez quand même très peu de chances pour qu'il vienne vous embêter en vous disant de partir. Si c'est quand même le cas, sachez que il est dans son droit, vous êtes chez lui, et donc il a le droit de vous demander de partir. Légalement, vous risquez absolument rien, sachant que vous n'êtes pas dans son droit et le propriétaire est dans son droit, changez de parcelle, allez un petit peu plus loin, ça se passera très bien. Deuxième point à aborder, quand on se balade et qu'on fait du bushcraft, on a tous dans nos sacs des objets coupants. Couteau, hache, scie. En France, soyons clairs, tous les objets coupants, couteau, hache, etc., quelle que soit leur taille, oubliez le mythe de la taille de la paume de la main pour les couteaux, ça vous pouvez oublier.
Tout ce qui est arme blanche, de toute façon, est considéré comme catégorie D au niveau législation sur les armes. La catégorie D, en France, est interdite de port, autrement dit sur vous, si vous mettez le couteau à la ceinture par exemple, ou dans votre poche, et de transport, c'est-à-dire quand vous transportez dans votre sac à dos par exemple. Hormis pour un motif légitime. Alors, le motif légitime, c'est là où généralement on s'engouffre tous dans la faille. Sachant que il faut quand même avoir une justification qui tient la route. Si vous prenez un bûcheron, quand il se remballe avec une hache, motif légitime, il n'y a pas de problème. Vous prenez un randonneur qui se promène avec un opinel et qui va, si jamais il a un contrôle, expliquer que c'est pour couper le saucisson de midi, motif légitime. Maintenant, si vous vous trimballez avec un couteau de camp de 30 cm à la ceinture, donc bien visible, et que vous expliquez que vous faites du bushcraft, je garantis pas le succès. Pour moi, c'est un petit peu particulier, comme je suis propriétaire de ma parcelle, je peux facilement justifier l'utilisation d'une hache, tout simplement pour les travaux forestiers. Pour le couteau de camp, je pense que j'aurais quand même des difficultés à justifier que pour faire des travaux forestiers, j'ai besoin d'un couteau de camp. À côté de ça, une serpette ou un gouillard, un kukri, je pense que j'arriverai à le justifier. Comme quoi, c'est pas une question de dangerosité, c'est une question de logique. Dans la pratique, il y a assez peu de contrôle sur ce type de on va dire, d'outils qu'on utilise tous. En cas de contrôle, c'est souvent parce que c'est un port qui est extrêmement visible. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Porter un couteau de camp de 30 cm à la ceinture, c'est pas hyper intelligent. C'est le meilleur moyen tout simplement de se faire contrôler. Alors que si ce même couteau il se trouvait dans votre sac à dos, on va dire que n'importe quel contrôleur va penser que vous êtes un simple randonneur et de toute façon il ne vous fera même pas ouvrir votre sac. Voilà. Une fois qu'on a bien marché, une fois qu'on a bien fait attention de transporter ces outils dans de bonnes conditions, et là on va se trouver un lieu de bivouac. Encore une fois, les forêts françaises sont composées pour 3/4 de propriétés privées. En théorie, vous n'avez pas le droit de vous introduire sur une propriété privée, même si elle n'est pas clôturée et même si elle n'est pas indiquée, puisque je vous rappelle que nul n'est censé ignorer la loi en France. Se justifier en disant « je ne sais pas », ça marche pas. Donc, théoriquement, il vous reste qu'un quart des propriétés, en fait, enfin des terrains, des forêts qui vont être des terrains communaux, ou forêts domaniales, etc., où vous allez pouvoir bivouaquer. Évidemment, pour les 3/4 qui sont en privé, il suffit simplement de demander l'autorisation au propriétaire. La loi dit que vous n'avez pas le droit de bivouaquer sur une propriété privée si son propriétaire vous l'interdit. Beaucoup s'engouffrent dans la faille en disant « moi, le propriétaire, je ne lui ai pas demandé, et donc il ne m'a pas interdit de bivouaquer sur ce terrain. » C'est pas faux. Légalement parlant, on ne risquera pas grand-chose à être pris en train de bivouaquer. Donc bivouaquer, je rappelle, coucher du soleil, lever du soleil, autrement dit une nuit. On n'est pas en train de faire du camping sauvage et de rester 2 mois au même endroit. Donc si vous êtes pris sur un terrain privé, généralement, c'est par le propriétaire. S'il vous demande de partir, il est dans son droit. Il est chez lui. Il a tout à fait le droit de vous demander de partir de chez lui. Tout simplement. Pour ce qui est des terrains communaux, eh bien, tout dépend de la mairie. C'est-à-dire que vous avez des arrêtés préfectoraux qui vont, ou communaux, qui vont vous autoriser ou pas en fait le bivouac. Le plus simple,
encore une fois dans ce cas-là, c'est de se renseigner auprès de la mairie ou d'utiliser la technique que pas mal de bushcrafters utilisent, c'est-à-dire le pas vu, pas pris. On bivouaque un petit peu où on peut, en restant le plus discret possible. Une fois qu'on a marché, qu'on a emmené nos outils, qu'on a trouvé notre lieu de bivouac, la grande majorité d'entre nous faisons du feu. Et on m'a posé toujours cette question. Est-ce qu'on a le droit de faire du feu en forêt? La réponse est ça dépend. Généralement, sur les parcelles qui sont publiques, il y a des lieux qui sont réservés en fait pour les feux, type lieu aménagé avec des barbecues, etc., etc. Il est très très rare qu'une commune autorise sur ces terrains de faire du feu. Voilà. Pour l'instant, j'en ai encore pas trouvé, mais il n'y a rien dans la loi qui dit le feu est interdit sur le domaine public. C'est chaque mairie va décider si c'est autorisé ou si ça ne l'est pas. Pour ce qui est du domaine privé, forcément, si vous êtes le propriétaire, on pourrait penser que si vous avez envie de faire un feu chez vous, après tout, vous avez droit de le faire. C'est faux. Encore une fois, c'est la mairie qui va décider si elle autorise ses administrés à faire du feu sur leur terrain. Alors, j'exclus systématiquement du feu les déchets verts qui sont de toute façon interdits. Vous n'avez pas le droit de brûler quand vous tournez la pelouse ou que vous taillez une haie, vous n'avez pas le droit de le brûler chez vous, c'est comme ça partout. Pour ce qui est des bois, eh bien, dans les miens, il n'y a pas d'arrêté qui spécifie qu'il est interdit de faire un feu de camp. Par contre, il y a un arrêté qui précise que pour les travaux forestiers, il est interdit de brûler les ébranchages, autrement dit les végétaux verts, et également de les broyer. Bon, ça c'est un autre sujet, mais grosso modo, en fait, quand je coupe un arbre et que j'enlève les branches, il faudrait que je fasse des taillis en fait, sur les côtés de ma parcelle pour favoriser en fait, la repousse et la biodiversité, ce qui finalement n'est pas plus mal. Donc, quand je suis chez moi, je fais du feu, parce qu'il n'y a pas d'arrêté. Le jour où il y en aura, eh ben, on peut m'interdire de faire du feu chez moi, tout simplement. Ce qui pour moi serait quand même relativement embêtant. Dans la pratique, le feu, on n'est pas obligé de faire des feux de la Saint-Jean de 1,50 m de haut. Quand on mange, personnellement, je fais du feu, je cuisine pas au réchaud, mais je cuisine à la braise. J'ai pas besoin de faire un espèce d'énorme brasier pour faire la braise pour cuisiner. Arriver après le repas pour passer la soirée autour du feu, c'est vrai que là, quand il y a des flammes, c'est plus sympa. On doit rester discret dans tous les cas. L'avantage, c'est que finalement, un feu, ça peut être discret, tout simplement en rajoutant ce que tout le monde fait, des réflecteurs. Point suivant. Une fois qu'on a trouvé notre camp et qu'on a fait notre feu, généralement, on a besoin, ou on a envie en tout cas, de faire un petit peu de cueillette. Je rassemblerai en fait dans le même sujet la cueillette et le glanage. C'est-à-dire que pour allumer votre feu, vous avez besoin de couper des arbres, même s'ils sont morts, ou en tout cas de les récupérer au sol. De toute façon, vous, on va dire, utilisez une ressource qui se trouve sur place. Sur le domaine public, vous avez le droit d'utiliser les ressources raisonnablement. Le tout étant d'interpréter le raisonnablement. Pour vous donner un exemple, si je cueille un panier de châtaignes, c'est raisonnable. Si on est 12 et on en récolte 200 kg, forcément ça l'est moins. Bon, je choisis volontairement d'utiliser des extrêmes,
mais vous comprendrez bien que si vous dépouillez la châtaigneraie du coin, c'est pas raisonnable. Sur les domaines privés, eh ben, vous êtes sur un domaine privé. Ce qui veut dire que la notion de récolte raisonnable et de glanage raisonnable, elle n'existe pas, légalement parlant. Par contre, il y a toujours une tolérance. C'est-à-dire que dans les faits, encore une fois, si vous avez été raisonnable, vous ne risquez pas d'avoir de problème avec la loi. C'est pas parce que vous avez cueilli 3 champignons, 4 châtaignes et coupé 2 morceaux de bois, ou ramassé 2 morceaux de bois en tout cas qui étaient au sol, que vous allez être embêté légalement. Avec le propriétaire, c'est une autre histoire. Je vous donne encore un exemple qui me concerne directement. Si vous rentrez sur la parcelle qui se trouve chez moi, où il y a des châtaigniers, que vous ramassez ne serait-ce qu'une poignée de châtaignes, et que je suis sur les lieux et que donc je vous vois, je suis en droit de vous demander de ne pas emmener ces châtaignes. Ouais, même pour 3 châtaignes. Je vais aborder un dernier sujet, qui est le sujet, pas qui fâche, mais qui pourrait être un petit peu sensible, qui est en fait le sujet de la chasse et du piégeage. On va pas parler tout de suite des chasseurs, mais on va parler en tout cas des bushcrafters qui, pour des questions, on va dire, pas forcément de subsistance, mais d'agrément, essayent en tout cas le piégeage, fabriquent des pièges, etc., etc. Le piégeage, en France, est autorisé à condition que les pièges déjà soient aux normes. Généralement, quand on fait du bushcraft, les pièges ne sont pas aux normes. Mais également, il faut avoir un permis de piégeage. Si vous n'avez pas de permis de piégeage, que vos pièges ne sont pas marqués à votre nom, ne sont pas aux normes, ce que vous faites, c'est du braconnage. Autrement dit, en tant que bushcrafter, on n'a pas le droit de piéger, sauf si vous passez le permis. Pour ce qui est de la chasse, encore d'un point de vue bushcraft, je ne vais pas parler des fusils et des chasseurs qui ne sont pas bushcrafters, même s'il y a des bushcrafters qui sont chasseurs. Pour ce qui est de la chasse, chasse primitive, un arc que vous auriez taillé, une lance, par exemple, c'est exactement la même chose que si vous chassiez avec un fusil. Vous devez avoir le permis de chasse. Vous n'êtes pas autorisé à chasser un animal, en tout cas à tuer un animal, quel que soit le moyen de chasse, en fait. C'est pas lié au moyen que vous utilisez. Dans la pratique, je pense que c'est le point qui peut vous apporter le plus d'ennui avec la loi, tout simplement. Parce que ça, c'est très encadré. On ne peut pas jouer sur le flou artistique des points précédents. Et du coup, à choisir entre faire un feu de camp et fabriquer un piège, je conseillerais plutôt de faire le feu de camp. Pour moi, c'est moins risqué. Dernière petite parenthèse concernant la chasse. Et notamment les chasseurs, qui donc ont un permis et ont une licence de chasse qui paye à l'année. Je pense que tout le monde l'aura su, puisqu'on nous le répète très très régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chasseurs ont des droits qui dépassent bien souvent ceux du commun des mortels. Je vais vous donner un exemple. Ma parcelle de forêt est relativement petite. J'en ai plusieurs, mais on va dire que celle sur laquelle est le camp fait environ 6000 m². Pour une forêt, c'est pas énorme. Pour nous, ça suffit largement. Cette parcelle est trop petite pour qu'on m'autorise
à la retirer des ACA, des associations de chasse. Autrement dit, même si je ne suis pas chasseur, je n'ai pas le droit d'empêcher les chasseurs de chasser et donc de passer chez moi. Pour pouvoir retirer une parcelle des ACA, il faut qu'elle fasse plus de 20 hectares, ou alors, si elles font moins de 20 hectares, il faut que la parcelle soit entièrement hermétique au gibier. Hermétique au gibier, quand vous avez un terrain de 6000 m², ça commence à devenir compliqué. Hermétique au gibier, ça ne veut pas dire 2 fils barbelés. Ça ne veut pas dire du grillage avec des mailles de 25 cm de large. Ça veut dire, grosso modo, qu'un lapin ne doit pas pouvoir passer. Et à ce moment-là, vous êtes responsable du développement de la faune chez vous, donc personne ne peut rien vous dire. Vous pouvez pas avoir, on ne peut pas vous reprocher par exemple un sanglier qui sortirait de chez vous et qui viendrait provoquer un accident de la route. Voilà. Je pense qu'on a fini avec les points que je voulais aborder. Si ce n'est que généralement, en forêt, on s'en sort toujours à peu près bien. À condition d'être respectueux, des gens, déjà, donc des autres usagers de la nature, même de ceux qu'on n'apprécie pas forcément. Ça vous éclate peut-être pas d'avoir une motocross qui passe au taquet dans le chemin qui est à 3 mètres de votre camp, mais il a le droit d'être là. Personnellement, ça m'éclate pas quand je suis sur mon camp d'avoir un chasseur qui passe avec son fusil et ses 3 chiens juste à côté de chez moi, donc en plein milieu de ma parcelle. Mais il a le droit d'être là. Donc, tout simplement, restez cool, soyez zen, discutez. Vous verrez que déjà vous pourrez apprendre plein de choses sur les lieux, si vous ne les connaissez pas, sur d'autres personnes, sur les lois, parce qu'on ne les connaît pas toutes, et du coup, c'est intéressant quand même de connaître un petit peu la loi. Il ne faut quand même pas tout croire non plus. Les gens prêchent souvent pour leur paroisse. Donc, respect, propreté, la base, comme pour n'importe où, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!